Ça, c'est à l'origine la fin du générique d'un des mangas les plus populaires de ces 20 dernières années. Mais depuis quelque temps, il s'agit également d'un running gag, d'un des ressorts comiques et identitaires de la chaîne Villebrequin. Ça aussi par ailleurs. Je vais pas te mentir, j'ai découvert Villebrequin en décembre 2020 lorsque j'ai commencé à passer mon permis de conduire. Une étape qui m'a amené, comme beaucoup de monde, à consommer du contenu concernant les budgets automobiles, ainsi que tout ce qui touche de près ou de loin à la mécanique auto. Et je vais être honnête avec toi, à la première vidéo de Villebrequin, je me suis dit « Putain, ces gars sont très chelous, mais en même temps, je les aime bien ». En réalité, en y regardant de plus près, ce duo particulier diffère grandement des présentateurs de type Turbo ou Top Gear. D'ailleurs, on se retrouve très facilement à enchaîner 2, 3, 4, à très salement binger leurs vidéos. Après avoir regardé leurs premières vidéos qui dataient d'1 an ou plus, j'ai tout naturellement commencé à voir leurs vidéos les plus récentes. Et il y a quelque chose qui m'a frappé concernant l'engouement autour de ce duo. Cet engouement n'est pas lié aux tendances du moment. Les sujets abordés il y a 1 an ou 2 sont toujours d'actualité aujourd'hui. Il est par ailleurs intéressant de retrouver chez ce duo des éléments que l'on étudie en école de communication. On reviendra sur ce point un peu plus tard. C'est en ce sens que je pense que Villebrequin est un excellent objet d'étude. Il peut être aisé de comprendre que leurs vidéos explicatives aient pu toucher un grand nombre de personnes, étant donné qu'elles abordent des thèmes très recherchés. Cependant, dans leur cas, on a vu au fil des années émerger des vidéos qui sont devenues de purs produits destinés à leur communauté, maintenant bien identifiés. Le résultat évident est que si l'on ne regarde que le nombre de vues de leurs vidéos, on s'aperçoit qu'elles sont constantes et importantes. Et il n'est pas rare pour la chaîne de dépasser le 1 million de vues. Il y a quelques mois, je ne connaissais pas du tout cette chaîne. Alors j'en ai parlé autour de moi, et là, chou blanc. Aucune de mes relations ne semblait en avoir entendu parler, même pas les automobilistes. À vrai dire, je soupçonne ne pas être la cible principale de cette chaîne. Pour ne pas y aller par 4 chemins, je suis l'archétype du citadin dont la ville représente la seule manière de vivre. Je n'ai pas de voiture, je vis à Paris, je travaille de chez moi et tout ce dont j'ai besoin se trouve dans un rayon de 30 minutes autour de mon appartement. Et pourtant, en 3 mois, j'ai regardé l'intégralité de leur production et je continue à suivre le duo avec attention. Aujourd'hui, la chaîne avec ses 4 ans d'existence possède l'une des plus grosses audiences dans la niche automobile, pendant que d'autres chaînes, pourtant bien installées dans cette même niche saturée, peinent à capter avec autant de brio l'attention de leur audience. Riche de ce constat, il est légitime de se demander ce que Villebrequin fait de si différent pour se retrouver propulsé par l'algorithme YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Villebrequin s'est affranchi du diktat de l'algorithme YouTube, comment ils ont pu grossir aussi rapidement, et les éléments dont tu pourrais t'inspirer pour que tes projets gagnent en croissance. Commençons par répondre à la question la plus évidente. Quelle est la raison pour laquelle Villebrequin a pu croître à une telle vitesse? Pour répondre à cette interrogation, nous allons nous pencher sur le business en ligne. Comme tu dois le savoir, il s'agit d'un thème que j'adore aborder. Et dans ce milieu, il y a un business model qui ne cesse de faire parler de lui. Un business model que j'ai par ailleurs décortiqué dans une autre vidéo. Ce business model, c'est le dropshipping. Si tu en as déjà entendu parler, c'est surtout en mal à cause des arnaques et des scandales. Et pour cause, les recherches autour du dropshipping ont explosé ces dernières années en France, mais également dans le monde entier. Alors que ce modèle existe depuis les années 70, pourquoi rencontre-t-il à l'ère d'Internet un tel succès et surtout quel est le rapport avec Villebrequin? Mets-toi à la place de quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as essayé plusieurs idées de business, mais ils ont tous demandé beaucoup d'investissement en temps, en argent, et ce sans te permettre d'accéder aux résultats escomptés. Que à cause de ton échec soit ton business plan ou ton exécution, cela n'est même pas le plus important. Tout ce qui compte, c'est que tous les business que tu as envisagés sont compliqués à mettre en place et possèdent de gros risques de perte. Et tu sais à quel point nous sommes averses à la perte. Par conséquent, tu ne vas plus t'investir dans ces voies déjà explorées et surtout, tu ne vas plus consommer de contenu concernant ces business qui ne te rappellent que tes échecs. C'est précisément à ce moment que tu tombes sur ce nouvel objet brillant appelé dropshipping. C'est brandé comme la nouvelle manière de faire du business sans risque avec des résultats quasi garantis et surtout avec un maximum de gains pour un minimum d'investissement. C'est sexy, c'est tout nouveau, mais surtout, c'est la première fois que tu en entends parler. Tu n'as aucune douleur ou frustration associée à ce nouveau concept. Que se passe-t-il à ce moment ? Tout comme toi, une masse toujours plus croissante de pratiquants adhère à ce nouveau phénomène. La vérité est qu'il est infiniment plus difficile de vendre quelque chose de connu et sur lequel on s'est déjà cassé les dents que de vendre un tout nouvel objet brillant. En d'autres mots, les gens se sont rués sur le dropshipping parce qu'il s'agissait d'une nouvelle opportunité, une nouvelle solution magique que les autres approches du business en ligne n'avaient pas mis en avant. Une opportunité qui serait celle qui changerait leur trajectoire entrepreneuriale. Mais qu'est-ce que la mode du dropshipping a à voir avec Villebrequin ? Si Villebrequin s'était brandé comme une autre chaîne auto, est-ce que tu penses qu'ils auraient rencontré le même succès? Je ne pense pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une autre chaîne auto n'est rien d'autre qu'une offre visant à améliorer l'existant.
Les gens intéressés par l'automobile ont déjà assisté à tout ce qui a été produit autour du sujet, du test des derniers modèles aux petites astuces pour économiser sur son entretien. C'est certainement pour cette raison que le branding de la chaîne est entièrement tourné vers une communauté et non pas vers une audience. Je me permets d'ouvrir une parenthèse ici afin de définir plus précisément les termes d'audience et de communauté, car les deux termes sont souvent pensés comme interchangeables alors qu'il y a des différences fondamentales. Pour faire simple, l'audience est constituée de personnes qui vont consommer le contenu qu'on leur propose. La communauté aussi, mais à la différence de cette dernière, elle possède des caractéristiques propres comme le fait d'être nommé, le fait de participer à des événements qui lient ses membres, ou encore le fait que cette communauté, contrairement à une audience, va étendre l'univers du créateur ou de la marque. Chez Villebrequin, cela se traduit par une communauté appelée les loulous, des projets communautaires comme le Multiplat, et des extensions d'univers qui vont de la création de chaînes parallèles dédiées à leur placement de produits jusqu'à la création de Nurchi Villebrequin sur Facebook. Voilà, parenthèse refermée. Ils ne décrivent pas leur chaîne comme étant une chaîne auto, non, car cela serait une offre visant à améliorer l'existant. Ils sont positionnés sur une ligne bien plus sexy, un positionnement bien plus attrayant qui est l'automobile entre copains basé sur les retours de leur communauté. On reviendra sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Mais quel est le lien entre la stratégie de Villebrequin et ton besoin de croissance? Que tu veuilles profiter de l'algorithme YouTube ou monter un tout autre projet, si tu souhaites grossir rapidement, si tu veux sortir du lot et pourquoi pas devenir la prochaine tendance, c'est plutôt simple. Il faut que tu puisses encapsuler ce que tu proposes comme une nouvelle opportunité plutôt qu'une amélioration de ce que les gens ont déjà eu l'habitude de consommer. Arriver avec une nouvelle opportunité est une chose. Effectivement, délivrer la promesse en est une autre. Il y a ce mythe sur YouTube où tout ce qui compterait serait la profusion de contenu et que la qualité de production pourrait être reléguée en arrière-plan. Après tout, c'est ce que les gourous du marketing mettent en avant, non ? Ce qui est vrai pour les formateurs qui vendent des services à des milliers d'euros ne l'est pas forcément si l'on souhaite travailler avec la plateforme sur la croissance organique de sa chaîne. Dans le cas de Villebrequin, en plus du temps de recherche mis pour créer des formats comme les Vultech, chaque vidéo demande un travail de post-production assez important et il s'agit sans l'ombre d'un doute de l'un des facteurs déterminants de la progression fulgurante de la chaîne. Chez Villebrequin, on retrouve 3 grands formats. Les essais automobiles, les Vultech et un format que je qualifierais de vlogging. Le Vultech, qui est le format de vulgarisation automobile de la chaîne, possède l'esthétique la plus brute avec principalement de la facecam. Attention, il s'agit bien d'un format facecam, mais il possède une structure bien établie qui épouse des éléments fondamentaux de storytelling et un montage très dynamique propre aux tendances actuelles de YouTube. Le second format tourne autour des tests auto, un format hérité de la niche automobile mais qui au fil du temps s'est infusé avec le troisième format que propose la chaîne. Ce troisième format est ce que l'on peut qualifier de vlogging, il renforce l'incarnation de la chaîne avec d'autres protagonistes. Nous suivrons dans ce format non plus les aventures de Pierre Chabrier et Sylvain Lévy, mais les aventures de la Volkswagen Passat W8 au demi-moteur de Chiron, du Land Rover Discovery, bien trop imposant pour la ville, ou encore du projet chimérique fou composé d'une Fiat Multipla et d'une Corvette C7 Z06. Ces formats, chacun à leur manière, mettent en exergue différentes facettes de la puissance de la vidéo. L'alternance des formats, plus pédagogiques ou lifestyle, permet à la chaîne d'expérimenter et croiser des formats déjà balisés et identifiables. Là aussi, je me permets d'ouvrir une nouvelle parenthèse afin de définir un minimum ce que le terme storytelling signifie. Même si l'on comprend qu'il s'agit du fait de raconter une histoire, cela passe par 5 points essentiels. L'identification du héros de l'histoire, la présentation de l'objectif de ce héros, la présence d'un ou de plusieurs obstacles ou éléments perturbateurs, des quêtes et péripéties, et un dénouement avec en bonus une morale ou un apprentissage. Sans rentrer dans les poncifs du monomythe de Joseph Campbell, il est important de garder en tête cette structure simple qui est à l'origine de toute bonne histoire. Il n'y a pas de magie, simplement une recette peaufinée au fil des siècles. Voilà, fin de cette petite parenthèse. Même en dehors de YouTube, la raison pour laquelle le format vidéo est aussi efficace est qu'il engage l'audience, non pas seulement sur la partie audio, mais stimule également l'audience à travers la vue. Et c'est justement cet aspect qui leur permet de garder l'attention de leur audience, un élément fondamental pour que la plateforme recommande un contenu à une audience plus large. C'est là l'une des grandes différences entre les réseaux sociaux et YouTube. YouTube est une plateforme qui permet d'offrir une plus grande attention de la part de ses utilisateurs, ce qui tend à prolonger l'immersion dans un univers. Une fois qu'un spectateur a adhéré à cet univers, il est alors plus facile de lui proposer un nouvel épisode. Sur YouTube, si une production possède une bonne qualité audio mais que la qualité vidéo est vraiment en deçà, cela correspond concrètement à tirer un trait sur l'une des principales qualités qui rendent la plateforme si populaire, ce que l'audience ressent. Dans les faits, c'est très bien si tes créations sont informatives. Mais si elles n'arrivent pas à garder l'attention de tes spectateurs, si elles ressemblent à toutes les autres facecams de YouTube, quel est le projet à long terme? Si le fond de ta vidéo se doit dans tous les cas d'être qualitatif, sa qualité de production et son esthétique jouent un rôle majeur dans l'adhésion de nouveaux spectateurs à ton contenu. Pour moi, il s'agit d'un élément prédominant chez Villebrequin. Oui, le contenu est souvent très informatif et l'ambiance que l'on y retrouve est très agréable. Mais les voir travailler les plans, travailler l'éclairage et les faux fonds verts sont autant d'éléments qui leur permettent de faire adhérer leur audience à une culture partagée. Cette même culture qui convertit leur audience en communauté.
Il est vrai qu'il y a des centaines de chaînes qui rencontrent un certain succès avec du contenu dont la qualité de production peut paraître assez faible. Mais ici, nous nous penchons précisément sur le cas de Villebrequin. Le but n'est-il pas que tu puisses avoir en ta possession tous les avantages afin de faire grossir un projet, surtout dans un contexte où les barrières à l'entrée sont de plus en plus basses? Tout comme le fait de présenter une nouvelle opportunité face à une offre d'amélioration, le fait de prendre en compte l'expérience client et de la transposer à l'expérience de visionnage permet de renforcer le lien entre une marque et son audience, une notion qui s'applique à n'importe quel business. What has worked at Amazon is focusing on the customer, putting the customer first, which is easy to say but difficult to do. Celui qui s'occupe d'abord de ses clients, de ses supporters, gagne toujours à la fin. La seconde raison pour laquelle Villebrequin arrive à se placer sur l'algorithme YouTube est que le duo ne se contente pas de seulement pousser du contenu. Il prend en compte l'expérience de visionnage de sa communauté afin de délivrer à chaque publication une expérience qui contribue à sa marque. Comme l'a dit George Orwell, à une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Qu'est-ce que tu fais lorsque tout le monde sur YouTube magnifie son train de vie? Qu'est-ce que tu es censé faire lorsque personne n'est ni authentique, ni honnête? Qu'est-ce que tu fais lorsque tout le monde ne montre que les bons côtés, le meilleur de ses aventures, même lorsque leur audience sait pertinemment que tout ne se passe pas comme cela en réalité? Est-ce que tu surenchéris dans cette supercherie? Non. Tu fais l'exact opposé. Tu admets que tu ne sais pas comment les choses vont se passer, tu admets que les prochaines étapes restent obscures. Tu partages tes erreurs et tu annonces que tu lances un financement participatif pour un projet pour lequel tu ne penses pas avoir beaucoup d'adhérents. Et tu attends. Et tu attends un retour honnête car tu ne mises pas sur un clickbait, mais sur l'apport véritable d'une communauté créée organiquement autour d'un projet qui lui parle. Cette authenticité est également ce qui différencie les formats essais auto de Villebrequin de ceux des chaînes plus mainstream. Leur opinion, qu'elle soit favorable ou non, est toujours exprimée de manière franche et honnête, là où beaucoup n'auraient pas eu les coups des franches de peur de faire fuir les sponsors. Je pense que nous avons l'habitude aujourd'hui de voir des créateurs YouTube intégrer le sponsoring à leur format. On peut entre autres citer Linguistikae ou un créatif. Et ici, on trouve encore une authenticité, une créativité dans des moments de création destinés finalement à la promotion d'une autre marque que la leur. Il est intéressant de relever que ce qui aurait certainement écorné une image de marque en temps normal permet à cette même marque d'être incroyablement bien reçue à travers la créativité toute particulière du duo. Un sujet d'influence marketing ô combien passionnant que l'on traitera certainement dans une autre vidéo. Le duo ne pousse pas au typique consumérisme automobile qui veut qu'il faudrait régulièrement céder au chant mélodieux des voitures belles et puissantes. Je rappelle que l'un d'eux roule en Xandia. Je tairai son nom. Il s'attelle à parler de choses auxquelles tout conducteur a accès, comme les sensations de conduite, comme trouver une auto avec un bon rapport qualité-prix en fonction de son usage réel, et ce, pas nécessairement car cela produira le plus de clics ou car il s'agit d'une nouvelle opportunité, mais car il s'agit de qui ils sont et de ce qu'ils auraient voulu trouver sur YouTube. Une chaîne automobile conviviale avec une qualité de production accessible. Même s'ils ne collent pas à mon style de vie ou au tien, il faut avouer que s'afficher tels qu'ils sont, avec des codes qui ne sont pas forcément ceux traditionnellement admis dans la sphère automobile, est assez osé. Mais ne s'agirait-il pas là d'un de leurs ressorts de croissance? Comme l'a dit George Orwell, à une époque de supercherie universelle, dire la vérité, être authentique et rester aligné avec qui nous sommes est un acte révolutionnaire. Alors quelle est la troisième raison qui permet à Villebrequin de profiter de l'algorithme YouTube? Ils sont tout simplement honnêtes. Il est facile de regarder aujourd'hui les chiffres de visionnage puis les statistiques de la chaîne et de se dire qu'ils n'ont que de la chance et qu'ils sont arrivés au bon moment avec le bon sujet. Mais en regardant de plus près l'historique de la chaîne, tu te rends compte que non, cela n'a rien à voir avec de la chance. Tu te rends compte qu'ils ont fait des vidéos pendant plus de 3 ans avant que l'une d'entre elles ne rencontre un franc succès. Est-ce que tu serais capable de tenir une production de contenu soutenue pendant 3 ans tout en générant 20 centimes par vidéo? Alors tu vas peut-être me dire que le background professionnel du duo les prédestinait à créer cette chaîne à succès. Oui, il est vrai que la qualité visuelle des productions Villebrequin peut être imputée au background professionnel de Pierre Chavrier, directeur de la photographie sur de nombreux projets de courts et longs métrages, de publicités, de clips et d'autres chaînes YouTube. Dans ce cas, tu imputeras également les qualités encyclopédiques sur l'automobile de Sylvain Lévy à son passé de commercial chez Bosch et Valeo. Avant d'atteindre des centaines de milliers, voire des millions de vues sur leurs vidéos, comme tous ceux qui ont rencontré le succès sur la plateforme, ils ont dû passer par des années d'échecs, des années de tests et d'expérimentation. Est-ce que tu te vois suivre ce chemin? La plupart d'entre nous n'en sommes pas capables. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. C'est pour ça qu'il y a des milliers de chaînes YouTube qui sont créées tous les jours, mais que peu d'entre elles sont actives et bien alimentées 3 ans plus tard. Une chose que j'ai pu remarquer pour des chaînes comme Villebrequin ou même Marketing Mania, c'est que le succès, peu importe la manière dont tu l'as défini, n'est jamais dû au hasard. Tu ne tombes pas aléatoirement sur une chaîne qui rencontre le succès, tu ne tombes pas par hasard sur un e-shop ou un prestataire de service X ou Y.
Je ne pense pas que le duo Villebrequin se soit dit un jour « Hey, et si nous faisions une vidéo qui fera des millions de vues aujourd'hui ?» Dans les faits, ils ont pris des années à développer leur approche, leur style visuel, leur product market fit sur YouTube, qui les a amenés au succès qu'ils connaissent aujourd'hui, tout comme d'autres entrepreneurs avant eux. Donc, quelle est la quatrième raison pour laquelle Villebrequin profite aujourd'hui de l'algorithme YouTube? Ils ont persévéré, même au creux de la vague. Mais... Qu'en est-il de l'algorithme YouTube? Qu'en est-il de la formule magique que Villebrequin a utilisée pour atteindre les sommets inatteignables de YouTube? La raison pour laquelle je ne me suis pas attardé sur les trucs et astuces est que rien de tout cela n'a d'importance pour accéder à un succès durable. Ça n'a aucune importance de demander 10 fois par vidéo de la liker si les fondamentaux sur lesquels nous sommes passés ne sont pas appliqués. Et avant que tu ne quittes la vidéo car tu as maintenant l'impression d'avoir été attrapé par un titre clickbait, voici la raison pour laquelle Villebrequin a rencontré un tel succès sur YouTube. Ils n'ont pas passé leur temps à courir derrière la recette magique du succès. Ils ont travaillé leurs produits en adaptant à la réponse de leur cible. Ils s'en sont tenus à leur devise. Du drift, du samplon 98, de la passion. En améliorant leur processus de production à chaque proposition, ils ont peu à peu structuré leur chaîne autour d'une nouvelle opportunité, au lieu de proposer simplement une nouvelle chaîne auto parmi d'autres. Ils ont pris le parti d'offrir un contenu au-dessus de la moyenne, pas seulement sur le fond, mais également sur la manière dont leur contenu est présenté à travers une esthétique qui leur est propre. En somme, ils ont peaufiné chaque aspect de l'expérience de visionnage qu'ils souhaitaient proposer à leur audience. Et à une époque de supercherie universelle, ils ont fait le choix de dire la vérité, leur vérité, le choix d'être honnête et authentique afin de se détacher du statu quo. Et après des années de tests et d'erreurs, après des années à travailler leur art adapté à YouTube, le résultat parle de lui-même. Quand Jeff Bezos a été approché par l'auteur de The Everything Store, l'une des premières questions qu'il lui a posées est comment est-ce qu'il compte s'occuper du problème d'illusion narrative. Basiquement, il s'agit de notre inclination naturelle à vouloir simplifier même les choses les plus complexes en des histoires bien plus courtes et simples à appréhender. Et la raison pour laquelle je fais appel à ce principe est qu'encapsuler des années de décisions et d'actions complexes qui ont mené au succès de certaines personnes ou entreprises dans 10 ou 15 minutes de vidéo, si on y pense bien, c'est un peu ridicule. Évidemment, dans ce type de format, il y a beaucoup d'informations à côté desquelles je suis passé et d'autres que j'ai omises afin de ne pas verser dans le format trop documentaire. Un format que j'adore mais pour lequel je ne suis pas encore équipé aujourd'hui. Ici, je me suis focalisé sur les points que la plupart des personnes qui te donnent des conseils sur comment réussir sur YouTube ne prennent pas le temps d'explorer, car il s'agit au final pas des détails les plus croustillants. Ce ne sont pas les informations qui permettent d'avoir des résultats sur le court terme. D'ailleurs, bravo à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense qu'on va finir par créer un club pour ceux qui terminent les vidéos, car vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous en remercie. Si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à aller voir les autres de la série et me laisser un commentaire concernant les sujets que tu voudrais voir abordés. Sur ce, je te laisse à tes projets, on se voit à la prochaine vidéo.